Bien, bonjour à tous. Merci à tous de nous rejoindre pour cette presse autour du MLOps. Moi, je m'appelle Pierre-Yves Mimo, je suis intégrateur DevOps. Donc, on remarque le Ops en gras, donc je suis plus Ops que Dev aujourd'hui. Je suis à Valoriade et j'ai la chance d'être accompagné d'Alexandre Garel, data scientist, lui aussi à Valoriade. Et donc aujourd'hui, on va parler de MLOps, mais on va aussi vous parler de la partie machine learning, de l'industrialisation et surtout de rugby. Et donc, je laisse la main à Alex pour vous parler un petit peu du projet. Merci Pierre-Yves. Alors du coup, on va commencer par parler du projet et des motivations qui nous ont amenés à le faire. Globalement, on s'est dit que ça pourrait être sympa de faire une présentation autour de MLOps avec d'un côté le prisme machine learning et de l'autre côté la vision Ops. Mais globalement, faire une présentation générale, on s'est dit que ça serait rapidement barbant. Du coup, on s'est dit qu'au moins, on pourrait rajouter quelques retours d'expérience autour de MLOps, mais ça ne nous satisfaisait toujours pas. Alors du coup, on s'est dit, pourquoi pas faire un tout nouveau projet pour illustrer les grandes étapes de MLOps. C'est parti là-dessus. Et alors, en ce qui concerne le choix du projet, ça s'est à peu près passé comme ça. On s'est demandé, c'est quand le salon de la data, cette année, en septembre, pendant la Coupe du Monde de rugby. Globalement, la Coupe du Monde de rugby, c'est là qu'est venue l'idée. Pourquoi pas faire un projet autour des MLOps pour prédire les résultats de la Coupe du Monde de rugby. Sauf que globalement, nous, on n'y connaît un peu rien en rugby. C'est pas faux. Et on s'est dit, allez, ça va le faire, ça va être facile. On était un petit peu naïf au début. C'était pas si facile que ça. Alors, juste avant, on va parler un peu de nos stacks techniques pour se présenter. Donc moi, sur la partie machine learning, donc principalement du Python. Niveau librairie IA, ça va être du TensorFlow, du scikit-learn. Du Streamlit pour la partie démonstration. Et Fast API pour la partie API. Et de mon côté, pour la partie Ops, du coup, on est parti sur AWS avec, bien entendu, à la grande surprise du Docker, de la CI/CD avec GitLab et ensuite du Terraform pour pouvoir déployer les infrastructures. Maintenant que vous avez présenté un petit peu l'idée globale du projet, on va vous parler un petit peu de MLOps de manière un petit peu générale, sans forcément rentrer dans le vif du sujet autour du rugby. On va essayer d'aller rapide et de ne pas être trop barbant. Alex, à toi. 1, 2, 2, oui. Alors d'abord dans MLOps, c'est ML pour Machine Learning. Un petit rappel, parce que je pense que vous y connaissez, c'est une branche d'intelligence artificielle. Ça va être un ensemble d'approches mathématiques et statistiques. L'objectif, ça va être de faire apprendre des modèles à une machine à partir de données d'entraînement. Et donc derrière, ces modèles seront utilisés pour réaliser des prédictions sur des nouvelles données. Nous, dans notre cas, on va essayer de faire des prédictions sur les résultats des matchs de rugby. Pour la partie Ops, du coup, pour la partie, je suis une qui porte. Pour la partie Ops, du coup, on a plusieurs points aussi. Donc le premier, bien sûr, ça va être les infrastructures, les environnements applicatifs. Donc ça va être la création, le maintien de tout ce qui est tout ce qu'on a besoin qui tourne pour pouvoir ce projet vienne en vie. Et surtout, que ce soit sur le cloud ou on-premise. Ça ne va pas forcément être dédié juste au cloud ou on-prem. On va voir aussi la partie CI/CD qui va nous permettre du coup d'automatiser toute la partie apprentissage des modèles, les builds, les déploiements, que ce soit pour les composants applicatifs, mais aussi la récupération des données, et aussi la partie déploiement de l'infrastructure, donc avec de l'infra as code. La partie sécurité, assez importante. On sait qu'il y a certains projets IA qui ont des données assez sensibles. Ça ne va pas être notre cas aujourd'hui, on parle uniquement de rugby et de résultats de rugby, mais on sait que dans la vraie vie, il peut y avoir des données assez sensibles. Donc c'est très important d'avoir ce sujet en tête, que ce soit au niveau de l'infrastructure réseau, mais aussi de la protection des données, l'authentification au service et l'autorisation des personnes qui s'authentifient. Est-ce qu'elles ont le droit de tout faire ou pas, ce genre de choses. On va avoir aussi après la partie supervision et maintenance. Donc on surveille les performances et l'intégrité globale des composants. Et surtout, on veut mettre en place des alertes et essayer de minimiser le temps d'arrêt au maximum des services. Si possible, de ne même pas en avoir du tout. Et le dernier point qui pour moi est super important, parce que c'est comme ça que je visualise mon métier d'Ops aujourd'hui, je me positionne vraiment comme un accompagnement, comme un support des développeurs, des équipes. Alors aujourd'hui des data scientists, mais dans mon métier de tous les jours plutôt des devs. Et je trouve que c'est super important en gros d'essayer d'amener les devs et data scientists à être autonomes à la gestion du cycle de vie en fait, de leur application, c'est-à-dire de pouvoir tout mettre en place pour eux pour qu'ils puissent développer et déployer en fait leurs applications sur différents environnements et qu'ils puissent être littéralement autonomes. Alors maintenant, la problématique qu'on rencontre régulièrement dans les équipes de machine learning qui ne font pas de MLOps, on va avoir ça. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir une équipe qui aura fait un modèle IA performant, qui va rencontrer son métier, qui va vouloir faire une belle démonstration. Le métier va être conquis devant cette nouvelle IA et va dire ok, super, quand est-ce que c'est en prod?
Sauf que ce que le métier ne voit pas, c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est que derrière, on se retrouve avec des notebooks Jupyter, peu de qualité de code, des chemins en dur, du copier-coller et aucun test. Globalement, l'équipe va se regarder comme ça. On n'est pas prêt de livrer tout ça en prod. Et c'est là que du coup, le DevOps arrive à la rescousse. Donc vous demandez un peu pourquoi on parle de DevOps alors qu'on vient ici pour parler de MLOps. Mais en fait, on se rend compte que les projets de MLOps, en fait, c'est des projets de DevOps à part entière, juste avec une petite touche d'IA en fait autour. Et donc en fait, on a récupéré une certification, une définition qu'on aime bien, qui était sur le site de Saji. Donc le MLOps se veut être une adaptation du DevOps aux problématiques spécifiques du machine learning. Donc c'est vraiment ça. En fait, on va faire du DevOps, mais pour des sujets autour du machine learning et de l'IA. Et du coup, eh ben, l'expérience DevOps qu'on a depuis des années, on a quand même beaucoup de recul aujourd'hui, on va pouvoir la mettre à profit. Et donc on va pouvoir avoir des projets résilients sur lesquels on va pouvoir avoir des bonnes pratiques de développement. On va aussi pouvoir avoir des outils de versionning, que ce soit pour le code, pour les données ou pour les modèles, donc sur différents outils. Et aussi on va pouvoir professionnaliser avec tout ça la partie exploration et modélisation. On sait aussi bien faire ça en DevOps, du coup, la partie industrialisation. Donc on va pouvoir automatiser tout ça avec de la CI/CD. On va pouvoir avoir des ressources adaptées. On sait que dans les projets IA, il y a souvent, excusez-moi, je ne parle pas dans le micro, il y a souvent besoin de GPU, par exemple, ou ce genre de choses. On a rarement besoin dans des projets DevOps classiques. Et ben là, ouais, on va pouvoir mettre en place ce genre de ressources. Et aussi, j'en parlais un tout petit peu avant, le monitoring et du coup le suivi des performances IA. Pour faire tout ça, on a des équipes projets IA. Donc là, on a essayé de représenter ça un petit peu. On remercie Nicolas, qui est l'auteur de ce magnifique schéma, ici présent. Donc on va avoir sur la gauche plutôt les profils IA classiques et sur la droite plutôt les profils DevOps. On a le ML Engineer au milieu qui lui est un petit peu le super saillant, super fort, qui fait un peu tout. Et du coup, l'idée c'est d'avoir une équipe multi-compétences et surtout avec un objectif commun. Nos produits IA, au final, ils sont en production. On a joué au jeu avec Alexandre, on a essayé de se poser un petit peu sur le schéma. Donc Alexandre, lui, se voit plutôt ici, donc entre Data Scientist et ML Engineer. Et moi, je me suis positionné voilà, vraiment côté Ops, avec un peu de Dev, un peu de MLOps. Je suis un petit peu couteau suisse, j'aime bien m'appeler comme ça. J'aime bien toucher un petit peu à tout. Et je laisse la main à Alex. Alors du coup, après avoir vu quelques bases autour de MLOps, on va passer sur la partie conception, ce qui est la partie qui nous intéresse le plus. Sur la... Oups là. Ouais. Alors, juste avant de rentrer dans le détail, on a mis en place un code couleur. En gros, vous aurez des encadrés bleus qui seront des retours d'expérience qu'on a pu avoir dans chez différents clients qui nous paraissaient pertinents de mettre aujourd'hui. Et dans les encadrés rouges, ça sera vraiment les réalisations qu'on a faites pour nos projets, donc projet Cyclops. Alors déjà, avant de commencer un projet IA, on va mettre en place tout un tas de bonnes pratiques. On a repris 3 points qu'on a trouvés chez un de nos clients qui étaient intéressants. D'abord, avoir une vision industrialisation dès le début du projet. Clairement, on a déjà eu des projets où on est allé à fond dedans et on s'est rendu compte qu'à la fin, il y avait des contraintes techniques que les modèles ne pouvaient pas respecter. Donc, penser industrialisation dès le début. Mettre en place donc, une bonne qualité de code, respecter des normes comme la PEP 8, mettre en place des merge requests, etc. Et là, c'est très spécifique IA, la généralisation de la méthodologie CRISP, qui est une méthodologie data science qui est itérative et qui est très souvent utilisée dans les projets IA. Nous, de notre côté, niveau bonne pratique, on n'a pas grand-chose à vous montrer, hein, puisque, croyez-nous, on a respecté ce qu'on a pu faire, mais bon, on ne peut pas trop le montrer. Et juste un petit conseil, limiter les notebooks. Alors les notebooks, c'est un outil super pour faire de l'exploration, mais on voit trop souvent des projets où il y a énormément de notebooks. Le coût pour passer d'un notebook à de l'industrialisation derrière est souvent, c'est souvent très coûteux. Donc, on a défini notre bonne pratique. Maintenant, on va partir sur la partie environnement IA. Sur la partie environnement, alors nous, de notre côté, on est parti sur AWS. Pierre-Yves en parlera un peu tout à l'heure. On a travaillé sur des instances EC2 Amazon. On a travaillé avec de l'ECS Fargate. Je ne l'ai pas mis, mais on a beaucoup travaillé sur nos postes perso parce que c'était plus rapide et moins coûteux. Et juste pour... Donc là, c'est vraiment une partie cloud. Chez les clients, on trouve régulièrement aussi des solutions on-premise. Il y en a une qui nous a bien plu. C'était un client qui avait mis en place une plateforme IA. Donc on-premise, c'est-à-dire chez eux, hébergé chez eux. Où ce qu'ils faisaient en fait, c'est qu'ils avaient un ensemble d'images Ubuntu conteneurisées qui étaient gérées par Kubernetes. Et en fait, pour chaque projet, ils mettaient à disposition des ressources machines différentes. Tel projet a besoin de GPU, ils mettaient à disposition des GPU pour ce projet-là, GPU, mémoire, disque, etc. Tout ça, c'est un environnement qui est isoprod, donc vraiment pour limiter toutes les surprises qu'on pourrait avoir au passage en prod.
et avec une sécurisation des accès aux données. Donc chaque projet avait le droit d'accéder aux données qui correspondaient au projet. Donc là, c'était vraiment quelque chose qui est très modulable et qui permettait vraiment de fournir les bonnes ressources, les bons accès pour chaque projet, tout en étant sécurisé. Je suis obligé d'en parler. Il y a des plateformes de type DataIQ, donc c'est des plateformes de data science tout en un qui sont très populaires dans des grandes DSI. Ce qui permet vraiment, donc ça reste souvent du cloud, ça peut être en premise aussi, je crois. Mais voilà, ça permet d'avoir un environnement tout en un, mais après on est un peu bloqué dans cet environnement-là. Voilà. Bon, j'ai passé un peu les slides. On va dire un peu plus barbante, on va partir sur les objectifs de notre projet. Alors les objectifs de notre projet, premièrement, prédiction avant match, donc on va vouloir prédire les résultats des matchs de rugby avant le match, c'est mieux. Et deuxième modèle qu'on veut mettre en place, c'est un modèle de prédiction en live, c'est-à-dire qu'on va vouloir, au cours du jeu, en fonction des actions de jeu, faire évoluer nos prédictions pour avoir des prédictions en live sur les résultats des matchs de rugby. Pour ce faire, on va devoir avoir des données. On a deux sources de données qu'on a récupérées. La première, Sportradar. Sportradar, alors je ne connaissais pas du tout, apparemment c'est un leader dans leur domaine. Ils mettent en place des API qui permettent de récupérer des informations sur énormément de sports, dont le rugby. Ils sont très détaillés et faciles d'utiliser. Et surtout, elles mettent en place une couverture en live. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment un résumé de chaque match en live avec toutes les actions de jeu qu'il y a à toutes les minutes. Qui globalement, pour notre modèle en live, c'est ce qu'on voulait. Le problème, c'est qu'il y a un essai gratuit, mais on est limité à 1000 appels par mois. Donc 1000 appels, on les aurait vite dépassés. Donc on a dû avoir une deuxième source de données. La deuxième source de données, c'est Flashscore. Donc c'est un site de résultats sportifs qui va nous permettre de récupérer en fait l'historique des rencontres de rugby, donc avec tous les scores qu'il y a eu depuis 1987, je crois. C'est simple d'utilisation. Et ils font des mises à jour quotidiennes. Donc en gros, la gauche, Sportradar, c'est pour récupérer les couvertures live, et à droite, Flashscore, c'est pour récupérer tous les résultats des matchs de rugby. Je commence par Sportradar. Alors Sportradar, ils mettent en place, donc je vous avais dit, une documentation qui est assez simple, sur laquelle on a pu facilement s'adapter à leur API. On a commencé par récupérer la liste des équipes. Donc les listes des équipes qui vont nous intéresser pour les couvertures en live, on s'est dit, on va prendre toutes les équipes qui ont déjà participé à une grande compétition. On est parti là-dessus. Ce qui nous a permis donc, de récupérer tous les lives entre ces équipes. On a à peu près 600 lives. Donc, quand je vous avais dit qu'on a le droit à 1000 appels par mois, on est déjà à 600 de passés. Donc voilà, vous comprenez pourquoi on ne pouvait pas trop utiliser cette source-là. Et donc attention à notre limite de token, voilà. Et maintenant, je vais vous proposer... Ah non, pas tout de suite. Donc voilà, ça nous sort des petits fichiers JSON en sortie. Bon, voilà. Je vais vous proposer un petit jeu maintenant. Est-ce que vous reconnaissez ce pays ? C'est le Chili, tout à fait. Et alors le Chili, vous savez quelle est leur particularité pour cette Coupe du Monde ? Et ben, le Chili, c'est leur première Coupe du Monde, c'est leur première grande compétition. Et vous vous souvenez, juste avant, quand je vous ai dit qu'on a récupéré toutes les équipes qui avaient déjà fait une grande compétition, et ben, on avait oublié le Chili. Globalement, lorsqu'on a voulu faire des prédictions sur le Chili, ils ont dit je connais pas. Donc bref, on a repris le truc, on a repris le Chili, tout va bien. Donc on a nos données en live, maintenant on veut récupérer tous les résultats de rugby depuis 1987. Donc on va utiliser le site Flashscore, donc qui est sur la gauche. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va scraper les résultats de rugby. Donc on va utiliser un outil qui s'appelle Selenium pour parcourir automatiquement toutes les pages de résultats. Cet outil-là doit appuyer sur un bouton Show More Matches, parce que sur la page, il n'y a que, je sais plus, 20 matchs, donc du coup il faut appuyer plusieurs fois sur Show More Matches. Et donc une fois qu'on a tout ça, on a le code HTML, on peut traiter le code HTML et on récupère nos résultats, donc pour l'instant sous un format d'un fichier CSV, donc là-dessus. Le problème, c'est qu'on a voulu industrialiser tout ça, et le site Flashscore, lorsqu'on voulait cliquer sur Show More Matches depuis une image Docker, en gros avec un bot, il nous bloquait, et on n'a pas réussi à trouver de solution. Donc, du coup, on est parti sur une V2 qui va faire la même chose. Ouais. On est parti sur une V2 qui va faire la même chose, sauf qu'on n'aura pas ces fameux clics sur le bouton Show More Matches. Ce qu'on a fait, c'est qu'à la place, on va interroger leur backend, donc leur API. En gros, lorsqu'on fait le scrapping, on va récupérer des URL et aussi on va récupérer des tokens qui nous permettront de nous authentifier sur leur API. Donc on va faire des appels au back, donc à leur API, et on va récupérer une réponse qui a cette tête-là. Alors ça, c'est pas très parlant. Et en fait, en regardant le truc de plus proche, on a vu qu'il y avait des caractères spéciaux qui permettaient en fait de faire des sauts de ligne et faire des regroupements de valeurs. Bref, je vous passe tout le détail, mais au final, pardon, c'est le jeu d'après. Au final, on a récupéré tous nos résultats de la même manière, et là, tout ça c'est industrialisable, donc sauvez là-dessus. Petit jeu numéro 2, est-ce que vous reconnaissez ce pays ?
Sachant qu'il peut y avoir plusieurs réponses en vrai, hein, c'est pas facile là. Alors c'est pas les Samoa, j'entends Fidji, c'est les Fidji. Alors je suis pas allé vérifier que c'est des images vraiment aux Fidji. Hein, mais j'ai tapé Fidji sur Google Images, c'est ce qui me sortait. Du coup, donc les Fidji, vous savez comment on écrit Fidji en anglais? Et bah oui, on écrit FIGI. Alors devinez qui c'est qui a scrappé la page en français au lieu de scraper la page en anglais? Bah c'est nous. On s'est retrouvé avec tous des noms en français alors que le reste était en anglais. Bon, globalement, notre base de données disait bah, attends, mais non, ça marche pas. Du coup, bon, on a corrigé ça. Et deuxième particularité de Fidji, sur cette image-là, alors il faut savoir que les Fidji, ils ont eu un seul sport dans lequel ils ont eu une médaille olympique aux Jeux Olympiques. C'était donc médaille d'or 2 fois. Et c'était du rugby, mais c'était pas du rugby à 15, c'était du rugby à 13. Et en fait, la page par défaut de Flashcore pour la page de rugby de Fidji, bah, c'est toutes les données des résultats de matchs de rugby à 13. On se retrouvait avec un dataset avec le Fidji qui était genre la meilleure équipe, genre de très loin. On s'est dit qu'il y a peut-être un problème, quoi. Bref, bon, on a corrigé tout ça, on a nos données, tout va bien. Nos données brutes, maintenant on va vouloir les transformer, on va vouloir créer des indicateurs. On a créé tout un tas d'indicateurs, je passe rapidement sur ceux qu'on a. La possession des équipes pendant le match, les taux de transformation, les cartons, les mêlées, le nombre de mêlées gagnées, et la forme du moment. Donc en gros, est-ce que vous êtes plutôt en forme, vous avez gagné vos derniers matchs, ou au contraire, est-ce que ça ne va pas et vous êtes en pleine crise? Voilà, donc ça fait tout un tas de variables. Et finalement, celle qui nous intéresse le plus, c'est la suivante. On a recréé un classement Elo. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un classement Elo, l'idée c'est de mettre des points à chaque équipe en fonction de leurs résultats des matchs précédents. Et ça marche à peu près de cette manière-là. C'est que si vous avez une équipe forte, donc la Nouvelle-Zélande, qui va affronter une équipe un peu plus faible, le Canada, au hasard, si la Nouvelle-Zélande gagne, ils vont gagner quelques points, et le Canada va perdre quelques points. À l'inverse, si le Canada gagne, ils vont gagner plein de points, et la Nouvelle-Zélande, bah, ils sont un peu foutus, ils vont perdre autant de points de leur côté. En gros, c'est vraiment un système de points en fonction des probabilités de gagner de chaque équipe. Et donc ça, c'est la variable qui nous a le plus servi pour nos modèles. Juste un petit graphique bien moche derrière pour vous montrer que la Nouvelle-Zélande, en 2017, ils étaient un monde au-dessus de toutes les autres équipes. Ça a le point en haut là. Et que là, alors tout à droite, faites-moi confiance, c'est l'Irlande, Nouvelle-Zélande, France et Afrique du Sud qui sont à peu près tous les 4 au même niveau au classement Elo. Ce qui fait que globalement, ça va être les 4 favoris pour la Coupe du Monde. Clac. Bon. Maintenant, on a nos données, on a nos variables, on va vouloir faire entraîner nos modèles. Pour ça, on a réutilisé une librairie open source qui s'appelle Gabarit, qu'on a développée avec, dans une mission chez Pôle emploi. On ne voulait pas tout refaire, hein, c'était plus rapide. Ils mettent à disposition, donc c'est du Python, ils mettent à disposition des modèles TensorFlow, scikit-learn. Et gros avantage pour nous, bah, il y a déjà plein de tests unitaires dedans, ça nous a évité de les refaire, ce qui prend beaucoup de temps, voilà, globalement. Bon, on a nos librairies, on a nos données, nos variables, s'il veut bien, ouais, nos variables, donc on va les prendre en entrée, on va les mettre dans un réseau de neurones, rien d'extraordinaire, et en sortie, on va avoir nos scores de prédiction, donc là par exemple France, Nouvelle-Zélande. Toute la partie modélisation, finalement, elle est très simple, ce n'est pas forcément le sujet de la conférence aujourd'hui, donc on a pris un réseau de neurones simple, ça aurait pu être n'importe quel type de modèle, des modèles plus complexes, ça aurait été pareil. Donc maintenant qu'on a notre modèle, on va voir l'exposer. Donc pour l'exposer, on va créer une API. Pour synthétiser le framework FastAPI, pareil, du Python, très simple. On a créé plusieurs routes, donc des routes fonctionnelles qu'on va pouvoir appeler, qui vont nous renvoyer les résultats des prédictions. Et aussi des routes techniques en bas, qui va en fait nous permettre de savoir l'état du composant pour vérifier que le composant répond bien et qu'il est toujours opérationnel. Maintenant arrive le front. Quand on demande à un data scientist ou un ops de faire du front, globalement, on s'est un peu regardé comme ça, quoi. Au final, on est parti sur une solution, on est parti sur du Streamlit. Streamlit, c'est des démonstrateurs Python qu'on utilise régulièrement dans nos projets. Alors, c'est vraiment que du Python, ça nous permet de ne pas faire de CSS, pas faire de JavaScript, et au moins, on a pu avancer là-dessus. Donc maintenant qu'on a nos modèles, notre API, notre front, il va falloir les assembler ensemble. Et donc pour ça, j'ai fait appel à Pierre-Yves, qui va respecter le fameux adage, un ops pour les industrialiser tous, un ops pour les intégrer, un ops pour les déployer, et dans la CI, les lier. Je ne sais pas si vous avez déjà été comparé à un anneau unique une fois, mais moi c'est fait. Voilà.
Du coup, pour l'hébergement du projet, on en a parlé un petit peu plus tôt, donc c'était sur AWS. Je tenais à faire ce slide-là, parce qu'en gros, pourquoi AWS? Parce que j'ai une forte expérience sur le sujet, j'en ai fait beaucoup dans des anciennes missions, et du coup, c'était un gain de temps, c'était plus simple. Mais aussi, c'est notre bac à sable à Valoriade. On a en gros tout un environnement IRS où on peut faire des projets internes, et du coup, c'était beaucoup plus simple pour nous d'utiliser AWS pour ça. Mais pour autant, ce n'est pas une présentation marketing AWS. On n'est pas là pour ça, ce n'est pas l'idée. On aurait pu faire d'autres choix, on aurait pu mettre sur n'importe quel autre cloudeur public, GCP, Azure, OVH, si on voulait être un petit peu cocorico. Il n'y a pas de problème. On aurait aussi pu faire ça on-premise, si on avait un data center, du K8S, de l'OpenShift, on pouvait penser à plein de choses. Nous, dans notre cas présent, l'idée c'était de gagner du temps, donc on a été tout droit sur AWS parce qu'on connaissait bien et on avait l'expérience. Le prochain slide, je m'excuse d'avance, j'espère qu'il n'y a pas d'architecte dans la salle. J'ai pas vraiment respecté aucun standard, mais il fallait que je présente un petit peu l'infrastructure générale. Donc attention les yeux, voilà. Donc du coup, c'est pas très lisible. Ce qui est important ici, c'est de voir qu'on a plusieurs structures d'infrastructure. On va retrouver en orange au milieu les orchestrateurs qui vont faire tourner les images Docker. On va avoir à droite la partie CloudWatch qui est la supervision avec les métriques, les logs et aussi toute la partie scheduling, donc les crons quoi. On va avoir en violet un petit peu partout le réseau avec les load balancers qui vont permettre d'orchestrer les flux vers les différents containers, la partie internet, les subnets, toutes ces choses-là. Et on a tout en haut le petit user là, qui va pouvoir aller soit sur internet pour aller sur le site du coup qu'on vous montrera tout à l'heure, soit faire du Terraform pour pouvoir déployer tout ça. Voilà un petit peu le schéma global. Désolé encore pour cette slide. C'était la pire, il n'y en a plus. Donc pour faire tout ça, yes, merci. Pour faire tout ça, du coup, on en a parlé tout à l'heure du Docker. Alors, j'ai pas fait une grosse slide Docker, je pense que tout le monde connaît ici. J'ai vraiment fait le strict minimum. La petite citation pour certains qui veulent, je ne vais pas la lire. Pourquoi Docker? C'est simple, tout simplement. Tout le monde connaît Docker aujourd'hui. On sait qu'en 3 requêtes Google, on trouve la solution à notre problème et ça se déploie très rapidement. C'est portable. Une fois qu'on a buildé notre image, on peut la mettre sur n'importe quelle autre plateforme et ça va marcher, donc c'est plutôt cool. Ça permet d'être isolé très rapidement. En fait, par défaut, on n'a pas d'accès avec les autres containers de la plateforme. Donc par défaut, on est à peu près sécurisé. Et surtout, c'est ultra évolutif. Si on veut mettre à jour une dépendance ou l'OS de l'image Docker, c'est une ligne de code à changer et c'est reparti. Et bien sûr, pour finir, c'est ultra rapide. Vu qu'on embarque uniquement les dépendances qu'on a besoin sur l'image, ça boot en quelques secondes et l'application elle est up avant même qu'on ait pu cligner les yeux. Rapidement, un process de build Docker, c'est quoi? On a un Docker file, donc un fichier descripteur qui va indiquer tout ce qu'on a envie, donc depuis quelle base on veut se mettre, donc depuis quel OS ou quelle image qui existe déjà. Ensuite, on va pouvoir dire qu'est-ce qu'on veut comme dépendance, comme logiciel, etc. Puis faire notre bout de code qui fait qu'on a notre application qui tournera à la fin. Ce fichier Dockerfile, on va pouvoir le builder. Ça va nous donner une Docker image, donc une capture de ce qu'on a voulu faire. Et celle-ci, on va la déposer sur un registre. Donc pour d'autres cas, ça sera sur ECR, donc le registre Docker Amazon. Et à la fin, une fois que notre image elle est prête, on peut la run du coup à peu près où on veut sur une plateforme. On va lui donner des variables d'environnement pour démarrer, des ressources, du CPU et de la RAM, et en avant. Voilà pour Docker. Pour la CI/CD, alors pareil, j'ai fait un petit slide très rapide, je pense que tout le monde est à peu près à jour là-dessus. Mais globalement, la CI/CD, donc CI pour Continuous Integration, donc ça va être toute la partie build des composants, et la partie CD pour Continuous Delivery et Deployment, c'est en effet 2 en 1, pour la partie du coup déploiement des composants. Une petite image. Rapidement, on voit les deux grandes parties. Donc la partie CI pipeline avec le build, les tests unitaires et des fois la test d'intégration si on souhaite en faire. Et après la partie déploiement, où il va y avoir une partie où on va déployer sur un environnement de développement, de staging, peu importe comment on l'appelle. Et ensuite, on va pouvoir déployer en production si tout va bien. Les avantages de tout ça, c'est que c'est simple. Globalement, faire une pipeline aujourd'hui, c'est quand même assez accessible. Ça nous apporte de la fiabilité et de la qualité. À chaque fois qu'on va vouloir builder, ça va builder de la même manière. On sait ce qu'on va avoir en livrable. Et du coup, on va pouvoir accélérer le time to market, qui est un des critères assez importants de n'importe quel projet DevOps ou MLOps aujourd'hui. Dans notre cas, on est parti sur GitLab CI. Alors pourquoi c'était pareil, un souhait assez simple. On en a un à Valoriade qui tourne H24, donc déjà c'était pratique, ça nous évitait de devoir le monter. Mais en plus, une interface unique, donc on a le code et les pipelines dans la même interface, donc c'est quand même un peu plus simple. C'est de la pipeline déclarative en YAML, donc du coup c'est assez simple à faire et ça évite de faire du Groovy et du Jenkins. Personnellement, je suis plutôt friand de ça. On peut avoir des runners et de l'autoscaling de runners assez facilement. Ils peuvent être dédiés ou partagés sur les repos ou sur les groupes de repos. On a un système de tags pour pouvoir choisir quel runner on veut selon ce qu'on a à faire avec le job. On peut faire du Docker in Docker facilement. Donc l'idée c'est de pouvoir build des images Docker dans des images Docker pour pouvoir au mieux profiter des ressources d'un runner sans en faire un à chaque fois qu'on a besoin de faire un build. Et bien sûr, on peut automatiser
les déclenchements des pipelines selon les changements ou les types de commits, les tags, etc. pour pouvoir automatiser les builds et les déploiements. Dans notre cas, donc, nous, on a utilisé des runners qui sont sur Amazon. Encore une fois, on a utilisé beaucoup Amazon sur cette presse. Donc on a des runners qui sont des EC2 classiques avec des ressources et ensuite du Docker et sa job dessus. Donc là, un exemple typique d'un job qu'on peut lancer. Ensuite, du coup, une fois qu'on a notre CI qui est prête, on va falloir qu'on fasse du packaging et de l'intégration. Donc le projet, il est en deux parties. On a une partie projet de modélisation. Donc là, l'idée, Alexandre a parlé tout à l'heure, c'est d'avoir une librairie Python qu'on va utiliser pour créer et entraîner les modèles IA. Dessus, quand on va voir le builder, on va avoir des tests unitaires, du versionning, bien sûr, avec GitLab, etc. On va pouvoir stocker les wheels dans Amazon Code Artifact. Donc c'est un Artifactory, mais à la sauce Amazon. Encore une fois, même réponse que pour GitLab. Ça se fait en un clic et c'est prêt. On n'avait pas envie de passer du temps à monter un Artifactory juste pour ce besoin-là. Donc ça sera sur Code Artifact pour cette presse-là. Et ensuite, on les upload via Twine de façon assez classique. Du stockage des modèles du coup sur Amazon S3. On y revient, même réponse. C'est du S3 managé. Et ça donne ça pour le process. Donc on a notre code Python qui est sur GitLab. On va vouloir le builder, donc on envoie une pipeline en CI/CD pour pouvoir builder le code. À la fin, à la sortie, on va avoir une wheel Python qu'on va poser sur Code Artifact. Pour la partie modèle, du coup, on l'a fait manuellement pour ce projet-là. Donc il a été manuellement créé via le code Python par Alexandre, et ensuite il l'a déposé sur S3. C'est une des choses qu'on pourrait potentiellement améliorer pour une V2. On a forcément un lien de version entre la librairie et le modèle pour avoir toujours quelque chose qui soit répétable dans le temps. Deuxième partie du projet, les composants API et le composant front. Donc ce que Alexandre parlait tout à l'heure pour pouvoir exposer l'API et pouvoir afficher du coup nos beaux résultats, en espérant qu'ils soient justes. Donc du coup, ça va permettre d'exposer les modèles entraînés via la librairie, bien sûr. On va pouvoir importer la librairie via pip install du coup depuis le Code Artifactory pour pouvoir installer la librairie sur nos composants Docker. Et bien sûr, on télécharge le modèle depuis S3. On build les images Docker et après on déploie les images qu'on vient de développer sur les environnements de dev d'abord pour tester et ensuite sur l'environnement de prod ou alors en prod directement si on est chaud. Ça donne ça. Donc on retrouve le modèle tout à l'heure. Donc le modèle et la wheel Python qui sont sur S3 et Code Artifact. Côté GitLab, on a du code pour notre front, du code pour notre API. On balance tout ça dans la CI/CD. Alors j'ai fait une seule pipeline, hein, mais c'est une pipeline distincte, hein, bien sûr, hein, c'est une chacun. Ils vont récupérer chacun la wheel Python dont ils ont besoin. En sortie, ça nous donne une image Docker qu'on va venir poser sur un registre, donc là ECR. Et une fois qu'on a cette image disponible, on peut la faire run du coup sur une plateforme qui permet de run des containers. Dans notre cas, ça sera ECS Service pour Amazon et c'est du Fargate. Petite spécialité de Fargate, c'est qu'on n'a pas à gérer l'infrastructure. On dit juste fais-moi lancer ce Docker là avec tel CPU, tel RAM et c'est parti. On a été à la simplicité. Le modèle, les images, une fois qu'elles tournent, elles vont récupérer le modèle directement de S3. Il n'est pas packagé avec. Comme ça, on peut changer le modèle potentiellement si on a besoin. Et bien maintenant qu'on a parlé de tout ça, je vais vous faire juste une toute petite démo, si ça marche. Hop. On n'a pas prévu de musique d'ascenseur pour patienter. Non. Micro. Du coup, Git. Donc ça, c'est un groupe de repos. On retrouve plusieurs repos ici. Ce qui nous intéresse pour cette presse, c'est le front, l'infra, main et puis API. Donc là, par exemple, on va pouvoir rebuild l'API. Donc je vais aller dans mon repository. Dans la CI/CD, on va pouvoir aller dans Pipeline et tout simplement cliquer sur Run Pipeline. On peut choisir si on veut la branche sur laquelle on veut jouer. Ici, on en a deux, mais du coup, la main, c'est très bien. Et on run. Donc là, ça va nous faire une petite page d'attente où on va voir les différents jobs qui vont s'enchaîner. On ne va pas attendre que ça fasse, on va le laisser tourner en fond et on reviendra tout à l'heure dessus. Je reviens là. Et normalement, yes, good. L'objectif de tout ça, d'assurer la reproductibilité. En gros, on veut industrialiser et professionnaliser, c'est ce qu'on disait au début, pouvoir mettre toutes les choses qu'on a créées dans des repositories, dans des solutions où on peut déposer ces choses-là avec du versionning pour pouvoir répéter nos résultats. On veut que si on relance l'application 100 fois avec les mêmes données d'entrée, que ça ait toujours le même résultat.
C'est pour ça qu'on a posé ça sur les différentes choses. Donc, on versionne le code sur GitLab, on versionne nos librairies sur Code Artifact, et on versionne à notre sauce les données et modèles sur S3. Et du coup, ça s'appelle l'idempotence. Je pense que c'est quelque chose que ça parle à pas mal d'entre vous, mais c'est vraiment l'objectif de tout projet IA. Mise à jour des données. Donc Alexandre parlait tout à l'heure de tout son petit process pour faire du scrapping sur les différents sites. Et ben, on va utiliser exactement la même chose. Hein. L'idée, c'est de mettre à jour nos variables au fur et à mesure que la compétition avance. Donc, les nouveaux résultats qui ont lieu en ce moment pour les poules, etc., ben, ça va permettre de remettre des données au niveau du dataset pour pouvoir ajuster les prédictions. On a déjà vu quelques changements sur les résultats, donc c'est vraiment important de le faire. Comment? Eh ben, on rebelote, hein, c'est FlashCore, Sportradar, avec une image Docker ce coup-ci. Et du coup, du Python, du Selenium, un driver Chrome, et ça vient faire tout ce qu'Alexandre vous a présenté tout à l'heure. La différence ici, c'est qu'on veut l'automatiser, et du coup, on va faire ce qu'on appelle une ECS Schedule Task, et en gros, ça va le faire tout seul. Donc nous, on a mis une automatisation tous les soirs à 2h du matin pour être sûr que les matchs soient terminés. Ça vient faire la petite tambouille sur les sites de résultats, et ça vient ramener les données à jour sur S3. Ça donne ça rapidement. Donc on a CloudWatch pour la partie scheduling, donc les event rules. Donc avec un cron, c'est de l'UTC, donc c'est pour ça que c'est 0,0. Ça vient dire de démarrer le composant update dataset, qui lui, en tournant, va aller scraper sur FlashScore, etc. Il va uploader ses datas sur S3. Et ensuite, il va demander à l'API de redémarrer, du coup directement via l'API Amazon, pour pouvoir recharger les dernières données dans l'API. Donc rapidement, à la fin, ça donne ça. On voit bien la récupération du dataset. Il y a une phase de vérification pour vérifier qu'on n'est pas déconnant avec les données d'avant. Et ensuite, ça restart l'API et quand c'est fini, c'est fini. À toi, Alex. Oui. On a parlé de mise à jour des données. On va parler brièvement aussi de mise à jour des modèles. Globalement, on a un objectif quand on fait du MLOps, c'est d'aller vers le réentraînement automatique. J'ai plus de télécommande. Merci. Donc aller vers le réentraînement automatique, c'est un des objectifs du MLOps. Pourquoi réentraîner automatiquement un modèle? Déjà, améliorer les performances avec plus de données. S'adapter rapidement aux nouvelles tendances. Exemple simple, rapidement, le Covid, il y a 3 ans, où globalement, si on n'avait pas de réentraînement automatique, les modèles étaient dans les choux, puisqu'il y a énormément de choses qui ont changé. Et autre chose aussi, ça permet aussi de livrer une V1 rapidement et de travailler en itératif. Je livre une V1, je peux faire mes améliorations, livrer automatiquement mon nouveau modèle. Et donc du coup, on s'adapte aux modifications de données. Nous, de notre côté, alors je vous ai épargné un super schéma de réentraînement qui prenait 5 minutes à expliquer. Nous, de notre côté, à partir d'un entraînement automatique, globalement, on a déjà fait beaucoup de choses. Ça paraissait un peu complexe, donc on l'a volontairement laissé de côté, mais on voulait juste vous en parler pour cette présentation rapidement. Yes. Donc du coup, maintenant qu'on a vu toutes ces choses-là, donc les pipelines qui viennent créer les composants, les versionner, etc., et les stocker au bon endroit, il va falloir déployer l'infrastructure qui va permettre de faire tourner l'ensemble de tout ça. Donc on a choisi Terraform. Bon là, il n'y a pas eu trop de veille. Moi, je suis un énorme fanboy de ce projet-là. Donc globalement, le choix a été assez radical. Terraform, c'est open source et gratuit. Je me suis permis de mettre une petite étoile rouge derrière. Une actualité assez chaude en ce moment sur un changement de licence côté Terraform. C'est pas le sujet de la presse, donc je ne veux pas en parler, mais aujourd'hui, en tout cas, à l'heure actuelle, c'est encore open source et gratuit. Le langage, c'est du HCL pour HashiCorp Configuration Language. Donc c'est un langage déclaratif. Donc c'est pas du YAML pour autant, mais c'est assez simple. Plateforme agnostique, j'ai volontairement mis beaucoup de double code parce que dans leur communication, on pourrait penser que Terraform c'est magique et on crée du code et on peut déployer à la fois sur AWS, sur Azure, sur GCP et c'est top. C'est pas le cas. Il y a un provider spécifique pour chaque cloudar, chaque partenaire, on va dire, de travail, et le code il est complètement différent. Donc si là aujourd'hui on a du code pour déployer sur AWS, si demain on se dit qu'il faut le faire sur GCP, et ben on reprend à zéro et on réécrit tout quoi. En gros, on peut garder la dynamique, mais il faudra réécrire le code. La philosophie de Terraform, c'est write, plan, apply. Entre parenthèses destroy aussi, on peut détruire forcément les ressources. L'idée c'est qu'on écrit notre code, ensuite on a des commandes qui permettent de le tester, qui vont permettre de regarder. Donc si c'est tout nouveau, ça va juste nous dire on va créer tout ça. Si c'était déjà existant et qu'on a modifié des choses, on va avoir une sorte de diff un peu interactif sympa avec du vert et du rouge qui va dire moi je vais créer ça, je vais supprimer ça et puis ça je vais juste le modifier. Et à la fin, une fois qu'on est tout content, on peut apply ou soit apply-destroy pour supprimer les choses. C'est bien beau d'envoyer des requêtes API à AWS pour créer des ressources, mais il faut quand même qu'on sache qu'est-ce qui a été déployé pour pouvoir savoir faire du diff et savoir si on a modifié quelque chose, en gros,
pouvoir l'afficher. Donc ça se passe dans des fichiers de Terraform State, qui est soit local si on bosse un peu seul dans son coin, soit généralement plutôt en remote, généralement sur un S3 quand on travaille sur Amazon. Ça permet que quand on fait plusieurs appels dans une équipe, chacun puisse voir le state au même moment. Et pour éviter les accès concurrents, on a un lock sur le fichier de state qui permet du coup d'appliquer une seule personne à la fois les choses. Je parlais tout à l'heure des providers. Donc, un provider, c'est quoi? C'est juste une interface pour Terraform qui permet de discuter avec l'API de la target. Donc, il y en a beaucoup. On fera la liste, mais il y a bien sûr tous les clouders privés. Il y a K8s, OpenStack, VMware, pour ne pas les citer. On peut faire beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a une communauté qui est assez présente. Donc Terraform et l'infrastructure as code de manière générale, ça apporte quoi? Ça apporte ce petit nuage de mots, je ne vais pas tout lire, mais moi ce qui m'importe beaucoup, c'est l'automatisation. Avec de l'infrascode, on fait de la CD très rapidement, du coup, plutôt que d'écrire toutes les commandes d'API pour envoyer sur quelque chose, et ben on va juste faire des commandes Terraform Plan, Terraform Apply, et ça va fonctionner. C'est extrêmement répétable, c'est l'objectif de l'infrascode. On va pouvoir, du coup, un code donné, l'appliquer 100 fois, on aura toujours le même résultat. Donc du coup, ça c'est fiable aussi. Et puis, faut se le dire, c'est facile et rapide. C'est assez simple de prendre en main, les docs sont bien faites, et le déploiement de ressources sont très rapides. Rapidement, un petit exemple de code. Donc là, c'est un exemple qui n'est pas du tout du code à moi, mais qui est pour déployer une instance EC2 sur Amazon. Donc, il y a d'autres choses à faire autour, c'est pas non plus que ça. Mais en gros, ici, on va pouvoir dire quelle image d'OS on veut, quel type d'instance, est-ce qu'on veut comme clé SSH pour y accéder, etc. Terraform, ce qui est top aussi, c'est les modules. Donc en gros, c'est l'idée de factoriser le code dans des choses qu'on pourrait appeler des fonctions pour des développeurs. En gros, c'est des choses qu'on va pouvoir réutiliser très facilement avec des données d'entrée et des données de sortie. On peut les avoir soit en local dans le repository, soit avoir des repositories à part sur Git. Ça donne, si tu veux bien marcher, qu'est-ce qui se passe? Okay. Ça donne à peu près ça. Du coup, on va avoir un repository à gauche pour lancer nos commandes Terraform. Et on voit que le main.tf va pointer sur un module à part qui, lui, aura plein d'autres choses côté TF. Donc, si on a, comme dans ce cas-là, deux fois un web server cluster à faire, et on va appeler le même module. Donc, on n'aura qu'une seule fois le code. C'est assez classique, mais c'est plutôt intéressant à faire. On a une grosse base de modules existantes sur Terraform. Ils ont une énorme registre en fait, avec tout plein de modules pour quasiment tous les providers. C'est une assez bonne pratique de l'utiliser. Après, c'est aussi une bonne pratique de les faire et de les laisser soi. Je n'ai pas forcément d'avis sur la question. La partie Terraform, on a une structure multicouche. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais c'est plutôt ultra recommandé. L'idée, c'est d'avoir plusieurs dossiers qui vont permettre de déployer plusieurs types d'infrastructures. Ici, on va avoir, donc nous, dans notre cas, un Cyclops Shared Infra qui va porter vraiment toute l'infrastructure basse du projet, avec le réseau qui va être partagé par tout le projet, la partie registre de Mesh Docker, la partie code artefact, toutes ces choses-là qui sont vraiment structurantes et qu'on a besoin de déployer qu'une seule fois, elles sont dans le shared. Ensuite, on va avoir un deuxième dossier qui comprend plus côté applicatif le Commons, donc qui va être ici un espace commun par rapport aux environnements dans lesquels le projet va être déployé. Donc ici, on voit le dev et la prod. Donc les load balancers, typiquement, on n'a pas besoin de un par composant, donc on va en créer un pour le développement, et ensuite les différents composants en dessous vont répondre à ce load balancer-là. Pareil pour le cluster ECS, pareil pour les buckets S3. Et ensuite, on va avoir un dossier composant qui, lui, du coup, va comprendre notre API, notre front et notre fameux script update dataset qui permet de mettre à jour les données. Et de la même manière, ici, on va avoir un environnement dev, un environnement prod. Et du coup, à chaque fois, on va avoir une seule fois le code pour déployer l'API. On va juste avoir une variable qui va changer pour dev ou pour prod. Et du coup, on enverra le déploiement au bon endroit. Yes. Donc ça, le multicouche, je disais tout à l'heure, c'est pas obligatoire. En gros, on peut faire aussi un gros repo monolithe avec tous les fichiers Terraform et avoir 200 000 lignes de code. Ça va fonctionner pour Terraform, ça ne pose aucun problème. En revanche, c'est assez complexe à maintenir. Donc là, le fait de faire du multicouche, on va avoir la simplification du code. On va faciliter aussi le travail en équipe. Si moi, je décide de travailler sur l'API pendant qu'Alex veut travailler sur le front, et on va pouvoir le faire. On fait chacun notre branche de notre côté. Il apply le front pendant que moi j'apply l'API, il n'y a aucun problème. Là où si on n'avait qu'un seul repos, à chaque fois que moi j'apply, Alexandre serait bloqué par exemple. Donc ça va faciliter ça. Et par contre, il y a quelques petits inconvénients. Le premier, c'est que généralement, quand on fait des couches, on fait des dépendances entre les states. On veut savoir, par exemple, le réseau, quand il a été déployé au niveau bas, on a besoin de ça pour déployer notre image container, par exemple. Donc ça fait des dépenses interstate. De temps en temps, ça peut en faire trop. Et du coup, on peut aussi avoir tendance à trop découper. Il ne faut pas non plus tomber dans on va faire un dossier Terraform par composant, et là, ça va vite être la cata, et ça va être complètement ingérable. Terraform, HashiCorp, de manière générale, il recommande de faire 3 couches. Ce qu'on va essayer de faire dans ce projet-là, en gros, d'avoir un shared, un common, c'est pas comme ça qu'il l'appelle, et après la partie service applicatif. Pendant que j'ai dit tout ça, normalement, la pipeline a dû se terminer.
Perhaps. Pouf. On était là. Ah oui, c'est vrai que ça ne refresh pas automatique. Un petit inconvénient de GitLab CI, dit en passant. Hop là. Donc on va pouvoir y voir que nos jobs se sont bien passés. Donc là, Alexandre est rassuré. Mais en gros, voilà. Donc là, on a nos jobs. Il y avait une update, il y avait un init environnement. Donc là, c'est pour déclarer la variable d'environnement qu'on va avoir besoin. Un job de build qui va builder le composant API. Et ensuite, un job qui va venir mettre à jour la version pour la prochaine fois. Et du coup, ce qui nous intéresse là, c'est d'aller récupérer la version qui a été déployée. Donc on va avoir des petits logs, sympatoches. Bon, je ne vais pas passer, mais en gros, moi, ce qui m'intéresse, c'est la version qui est là. Donc là, on a buildé l'image 0.14. Et donc de là, je vais essayer de vous faire une petite démo pour déployer votre premier composant Terraform. Hop là. Donc là, on a buildé la page. J'ai ouvert mon plus beau VS Code. Donc voilà un peu la structure de nos repositories. Là, ce qui nous intéresse, du coup, c'est de mettre à jour la version de l'API pour pouvoir le déployer. Donc on voit qu'on était sur la version 0.13 avant. Je passe à 14. Et maintenant qu'on est là, on va pouvoir ouvrir notre plus beau terminal. Ça, c'est une chose qui aurait dû être fait normalement en CD. Hein. J'aurais pas à le faire à la main. Par manque de temps, ça sera une démo à la main. On va juste mettre à jour les tokens AWS. OK, je pose une seconde. Ouais, on aurait dû mettre une musique d'ascenseur. Et en Terraform, c'est qu'on va avoir plusieurs phases, je disais tout à l'heure. On va devoir init le repo. Donc là, il va aller regarder s'il y a déjà un state existant pour savoir s'il y a déjà des choses qui sont déployées. Alors, en effet, nous, sur l'environnement de dev, il y a déjà des choses déployées. Donc là, il va aller récupérer. Hop là, donc il va sur S3, on voit, il récupère le fichier state. Il regarde quelle version on a besoin pour Terraform et il va télécharger au besoin les différentes versions des providers et tout ça, tout ça. Donc là, il m'a dit que c'est bon. Et maintenant, je peux faire un Terraform plan pour vérifier si le fait que j'ai changé la version, ça va changer quelque chose. J'espère que oui. Nice. Ah, c'est normal. Alors, j'ai un problème de NTP sur mon image WSL qui me fait péter un câble. Voilà. Raté. Hop là. Désolé pour ça. Donc là, il fait le diff, et du coup, il nous dit bien, on va remonter en haut, hop là, on voit l'image ici, donc la task definition ECS, on voit qu'il va modifier du coup l'image en 0.13 vers la 0.14. Donc qu'est-ce qui va se passer quand je vais apply ça en fait? Ça va faire automatiquement un rolling update, ça va dire à l'ECS de démarrer la 14 à côté, et après ça va, dès que la 14 sera prête et qu'elle aura passé les health checks, et ben ça sera bon. Donc là on va faire un petit apply. Hop. Qui refait exactement la même chose. D'ailleurs, il fait un plan et il demande est-ce qu'on est sûr de voir bien appliqué. Yes. Hop là. Et donc là, c'est bien appliqué. Et donc derrière, il va faire toute la partie running update pour pouvoir mettre à jour de l'autre côté. Hop. Hop là. Hop là. Et ça. Ok, rapidement, la supervision. Donc du coup, on utilise CloudWatch avec les métriques, les logs, les alarmes, tout ce qu'il y a de plus classique. Ici, on n'a rien fait, hein, c'est fait automatiquement par Amazon quand on déploie les ressources, donc pas y passer longtemps. La partie health-check qui permet de redémarrer automatiquement les composants. Et pour finir, du coup, les résultats de notre projet. Ouais, alors du coup, qu'est-ce que ça a donné notre affaire? Alors, redémo, il va falloir repartir sur... je te laisse faire. Je trouve le swagger. Ouais. Du coup, on va vous montrer donc deux choses. Premièrement, ce qu'on appelle un Swagger. Alors, le Swagger, c'est donc une page de documentation sur notre API qui nous permet d'avoir /docs, yes, qui nous permet en fait d'avoir tout l'ensemble des routes qu'on a sur notre projet. Donc, je vous ai dit route technique, route fonctionnelle. On peut tester la première. Je te laisse faire la première, Pim. Yes. Donc là, la première, c'est juste récupérer les équipes
qu'on a sur notre dataset. Donc voilà, on a la liste des équipes avec Fidji sans le D, hein, parce que, voilà. Et donc voilà, donc là c'est la partie API. On va pas aller beaucoup plus loin, mais derrière on va vous montrer le front sur la gauche. Si tu veux, je peux prendre la main si tu veux. Donc, on a fait un démonstrateur. Donc, il y a plusieurs onglets. Donc, la prédiction, un match qui nous permet d'avoir les prédictions sur un match de notre choix en mettant la date de notre choix. Donc là, par exemple, si on mettait Angleterre, Italie ce soir, si je ne dis pas de bêtises, donc notre modèle nous prédit qu'Angleterre gagnerait 27-15. Voilà, je ne sais pas si vous voulez tester autre chose. Et en fait, du coup, on a remarqué un truc. Donc ça, c'est un problème de notre modèle et de nos données. Notre modèle avantage énormément les équipes hautes, donc celles qui accueillent. Sauf que pour la Coupe du Monde, ça n'a pas de sens de mettre davantage pour l'équipe haute. Donc du coup, on a mis en place un équilibrage qui nous permettait en gros d'avoir et la prédiction Angleterre-Italie et la prédiction Italie-Angleterre et en moyenne les résultats. Ce qui, globalement, si je clique là et que je lance la prédiction, ça va me donner un résultat un peu plus équilibré, 26-18, je ne sais plus combien il y avait avant, je crois que c'était 27-12. Ouais. Donc voilà, donc là c'est l'approche qu'on a utilisée pour la compétition totale. Je vais arriver là. Il y a juste la France qui est toujours à domicile qui allait avantager. Et on est un peu chauvin. Et donc du coup, on va voir les résultats. Donc les résultats, on a récupéré les données qui ont déjà eu lieu. Donc toutes celles qui ont une coche, c'est les matchs qui ont déjà eu lieu. Celles avec le bol de cristal, c'est les prédictions. Donc, par exemple, si je regarde France-Namibie, on prédit 52-13. Je pense qu'on est un peu pessimiste. En tout cas, on a France-Nouvelle-Zélande qui sort en premier et Irlande-Afrique du Sud pour la partie poule B. Et si on regarde la phase finale, on va avoir donc différents matchs et ce qui nous intéresse, c'est la finale. On retrouve en finale Irlande-France avec un grand gagnant, la France. Ça n'a pas du tout impacté notre choix de modèle. Pas du tout. Non, voilà. Alors, on a entraîné plusieurs modèles. Globalement, les différents modèles, c'était très souvent la France ou l'Irlande qui étaient premiers. Il y a eu la Nouvelle-Zélande, mais après leur défaite contre la France en poule, du coup, on ne voyait plus du tout la Nouvelle-Zélande. Voilà, je te laisse continuer la suite. Donc rapidement, on a eu le modèle live, on a quand même un exemple à vous montrer parce qu'on est assez fiers de celui-ci. L'Afrique du Sud contre la Roumanie, du coup, notre modèle live à la 64e prévoyait un 76-0. Et on a eu un 76-0 à la fin, donc on était un peu comme de fous devant la fin de ce match-là. Ça nous met un petit piquant au match, hein, mine de rien, de faire un projet autour de ça, c'est pas mal. Et après, dans les résultats globaux, donc on peut voir qu'au début c'est parti très fort, on avait tout le temps les bons vainqueurs, alors pas forcément les bons résultats, mais en tout cas les bons scores, mais les bons vainqueurs. On était plutôt content. Ça s'est un petit peu gâté. Les trois prochains c'était un peu plus dur. On a quand même relevé un petit peu avec je sais plus qui c'est, Julien, c'est ça. Et là, les derniers résultats, donc il nous en manque encore qu'on n'a pas mis, mais les derniers sont quand même plutôt bons. Donc on voit que avoir le bon vainqueur, ça marche plutôt bien. On retourne sur notre petit jeu, là, le dernier, donc niveau expert. Est-ce que vous reconnaissez ce pays? Alors moi, j'avais aucune idée. Ah, vous êtes trop fort. C'est la Géorgie. La Géorgie, hop, j'ai plus mon truc. La Géorgie, ce qu'il faut savoir à la Géorgie, c'est qu'avant la Coupe du Monde, donc j'ai pas mis juste le match contre l'Écosse, mais avant la Coupe du Monde, ils avaient un win rate d'à peu près 100% sur les 10-15 derniers matchs qu'ils ont fait, en battant notamment Italie, en battant Pays de Galles. Globalement, notre modèle, il a vu la Géorgie, il s'est dit, ouais, chouette, ils sont forts. Et en fait, son autre modèle, ce qu'on n'a pas montré, c'est qu'il prédisait la Géorgie premier de son groupe, ce qui, je pense, ne sera pas le cas. Mais c'est pour montrer un peu les limites des variables. Globalement, on ne prend pas du tout en compte les équipes qui rencontrent la Géorgie. Donc on voit qu'ils battent l'Allemagne, l'Espagne. Je ne savais même pas qu'ils avaient une équipe de rugby, c'est l'Espagne, si. Donc voilà, c'est juste pour montrer quelques limites qu'on peut avoir côté machine learning sur les variables. Et maintenant, la partie amélioration, très rapidement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ce projet? Plus de données, plus de variables. Prendre en compte le niveau des équipes pour certaines variables. Donc, ce que je disais, globalement, lorsqu'on regarde le win rate, ça n'a pas trop d'importance si c'est contre l'Allemagne par rapport à la Nouvelle-Zélande. Revoir l'équilibrage équipe haute, équipe visiteur, c'est ça qu'on dit. Globalement, en fait, on ne regarde pas du tout si l'équipe haute est vraiment à domicile ou si ça peut être un match en terrain neutre. Du coup, on a un gros avantage pour l'équipe haute. Améliorer le calcul de Hello, ça c'est des choses qu'on pourrait faire. Alors je sais plus ce que je vais dire par là.
Bon, bref, améliorer le calcul de Hello, qui est globalement une meilleure variable. Et pourquoi pas récupérer les codes des sites de paris en ligne, parce qu'on s'est amusé à faire des paris en ligne pour tester notre modèle. Et très régulièrement, on trouvait que le résultat qu'on prédisait, c'était pile la frontière que Winamax mettait sur les prédictions oui-non. Vous n'avez pas vu la Porsche dans le parking de la Cité des Congrès? Ça marche plutôt Alors, bien. non. Pour l'instant, c'est plutôt dans le négatif, mais bref. Et côté Ops, du coup, quelques petites améliorations. On a vu que là, le déploiement, il se fait à la main. Clairement, ça aurait été intéressant de faire une CD et faire du GitLab CI et du Terraform pour pouvoir automatiser le déploiement à la fin du build. On aurait pu utiliser DVC, Data Version Control, pour pouvoir versionner les modèles plutôt que de le faire à la main dans S3 avec des dossiers. Améliorer la sécurité de l'infrastructure. Clairement, on a pris des raccourcis énormes. Là, d'un point de vue réseau, tout ça, c'est pas du tout les bonnes pratiques, mais c'était pas l'objet. Et une approche FinOps, parce que mine de rien, faire des modèles et lancer des choses, ça coûte un petit peu d'argent sur AWS. Et là, aujourd'hui, on n'a pas trop regardé ce point-là. Donc je pense que dans une production réelle, il aurait fallu s'y pencher un petit peu. Le retour d'expérience, déjà on a été un petit peu ambitieux, parce que déjà on a explosé le temps de la conf, premier point. Mais en plus, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait au niveau du projet. En revanche, on a appris énormément, et du coup, le projet il est quand même déployé en production, et on peut l'utiliser à chaque fois qu'on regarde un match de la Coupe du Monde. C'est plutôt cool. Et ça reste un succès, parce que tout au début de la presse, je vous disais qu'au final, un projet MLOps, c'est un projet DevOps avec une petite partie IA. Et moi, c'était mon premier projet MLOps. Je n'avais jamais travaillé dans un environnement MLOps, ni même IA auparavant, et globalement, ça s'est plutôt bien passé avec Alex, et tout a bien fonctionné. Donc c'était plutôt cool. Un gros remerciement à Selim, qui était l'initiateur du projet, c'est lui qui a eu l'idée, et à Elodie, qui a mis des paillettes dans nos slides, notre service communication à Valoriade. On finit par la traditionnelle, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on a le temps pour des questions? On n'a plus le temps. On n'a plus le temps pour des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez venir nous voir, ou une ou deux. Ouais. 2 questions maximum. Vous avez le droit d'avoir faim aussi. C'est beaucoup trop de jours de travail, tout ça. Globalement, allez, petite anecdote. Je pense que ça fait 1 mois qu'on taffe dessus, avec des bonnes soirées quand même ensemble. Il y a plein de choses qu'on ne va pas montrer, on a eu plein de problèmes, je ne vais pas rentrer dans le détail. On est bien content que ça se termine. Voilà. Quelqu'un d'autre? Non? C'est bon. Ouais, on est à dispo si vous voulez pour d'autres questions.